Généralité, la paroi antérolatérale de l'abdomen forme à elle seule la majeure partie des parois de l'abdomen. Elle forme une vaste sangle. Une sangle, c'est-à-dire donc un support, donc un soutien je ne sais pas comment. Quelqu'un vient pour... Oui, donc la paroi antérolatérale de l'abdomen forme à elle seule la majeure partie des parois de l'abdomen. Elle forme une vaste sangle. Regardez, c'est une ceinture pour empêcher le prolapsus des organes. Les organes ne vont pas sortir. Quels sont les organes à ce niveau? C'est surtout les anses et le côlon. Souple et déformable. Souple, bien sûr. Hein, quand on la touche, elle n'est pas ferme. Et déformable. Tendue sur le cadre osseux formé par le rachis lombaire en arrière, ça suffit. Le rachis lombaire en arrière, le bassin osseux en bas et le rebord costal en haut. S'il vous plaît, une question. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Séparez-vous, s'il vous plaît. Et alors, vous avez une tête dure. Donc, regardez, cette paroi a des repères osseux. Quels sont les repères osseux? En arrière, nous avons la colonne vertébrale lombaire. En haut, elle arrive jusqu'au rebord costal, les dernières côtes. Et aussi le sternum, bien sûr. Au milieu, en bas, nous avons le bassin, à savoir les crêtes iliaques. La paroi antéro de l'abdomen étant constituée de deux parties symétriques qui se fixent toutes deux en arrière au rachis lombaire et qui se réunissent en avant sur la ligne médiane. Donc, deux parties. Quand je dis antérolatérale, deux parties. Droite et gauche. Les limites. La paroi antérolatérale de l'abdomen s'étend jusqu'au péritoine pariétal inclus. Si je prends l'épaisseur de la paroi, il y a la peau, oui ou non? Tissu sous-cutané, les muscles, et bien sûr le fascia musculaire que vous allez voir tout de suite, et le péritoine pariétal antérieur, oui ou non? Qui est inclus. Donc si je vous dis quels sont les éléments de la paroi antérolatérale de l'abdomen, vous allez donc citer le péritoine. Morphologie, donc superficiellement, un cadre squelettique représenté en haut par l'appendice xiphoïde. L'appendice xiphoïde. Vous avez fait la paroi thoracique. L'appendice xiphoïde, c'est la partie terminale du sternum sur la ligne médiane et plus en dehors par les rebords costaux inférieurs. Là, nous avons
Quelles sont les limites antérieures? C'est la paroi antérolatérale de les limites antérieures, c'est médiane, c'est quoi? Oui? Au milieu. L'appendice xiphoïde est là. Le rebord costal inférieur. En arrière, par les apophyses transverses de la colonne lombaire, en bas par les épines iliaques antérieures et inférieures, les crêtes iliaques et les deux épines du pubis au niveau de la ligne médiane. Les crêtes iliaque, ensuite les épines antéro-supérieures et antéro-inférieures et aussi les épines du pubis. Là, c'est les limites osseuses. Donc, nous avons un cadre squelettique. Répétez-moi, donc, quels sont les éléments du cadre squelettique? En avant, c'est, oui, sur la ligne médiane, l'appendice xiphoïde, latéralement, c'est le rebord costal inférieur, en bas, nous avons les crêtes iliaques, donc nous allons voir rectum supérieur, inférieur, et en arrière, qu'est-ce que nous avons en arrière? Qu'est-ce que nous avons en arrière? Là, c'est le plan d'étude. Nous avons des généralités sur le rectum. Les épines. Après l'anatomie descriptive, on va décrire le rectum et ses rapports. Et nous, comme nous avons deux parties du rectum pelvien et rapport au niveau du canal anal. Grand D, c'est la structure et la constitution. E, vascularisation. Ça va pour les repères osseux? Ça va pour le repère osseux? Et là, c'est la paroi. Ce que vous touchez, elle est souple, oui ou non? Elle est souple, elle est déformable, c'est-à-dire déformable. La femme enceinte a un gros ventre. Quelqu'un qui est obèse a un gros ventre. Quelqu'un qui est maigre, donc un ventre plat. Donc c'est ça, déforme une tumeur. Donc déforme l'abdomen. Pourquoi je dis elle est déformable? Alors la morphologie extérieure, elle est caractérisée par sa très grande variabilité liée à sa souplesse. D'ailleurs, je suis en train d'expliquer. Et à la constitution musculaire de la paroi. En avant sur la ligne médiane, elle présente un sillon médian antérieur. Il y a un sillon médian antérieur. Vous allez voir tout de suite le schéma. Et sur la partie moyenne de ce sillon, l'ombilique. Vous savez ce que c'est l'ombilique? Oui. De part et d'autre de la ligne médiane, la saillie des muscles grand droit est plus nette que le sujet est plus maigre et plus musclé. Cette morphologie est modifiée par la présence d'un liquide intra-abdominal, par la grossesse ou déformée par l'adiposité. Je m'explique. Sur cette paroi abdominale, nous remarquons donc un sillon médian un sillon, là c'est la paroi, un sillon médian avec l'ombilique au milieu, et quoi encore? C'est tout? Regardez bien.
C'est tout? Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, je le figure très mal, mais est-ce que vous avez vu les gens qui font du sport, donc le culturisme, qui ont des bosses? Had les bosses, c'est quoi? Ce sont donc les muscles grand droits. Pourquoi il y a des bosses? C'est un muscle qui est entrecoupé par des tendons. Donc sur la paroi abdominale, à l'inspection, vous trouvez un sillon, et l'ombilic, et chez les gens qui sont maigres, bien sont musclés, ils ont des bosses. Les bosses, c'est le muscle grand droit. Alors, il y a des bosses, ce muscle n'est pas homogène. Il est des corps musculaires comme ça, qui sont entrecoupés par des formations tendineuses. Et cette morphologie est modifiée par la présence des liquides intra-abdominal. C'est quoi un liquide intra-abdominal? Il y a un liquide intra-abdominal. Écoutez, c'est anormal, c'est pathologique quand il y a un liquide intra-abdominal. Vous savez que la cavité abdominale est virtuelle. La cavité péritonéale aussi est virtuelle. Quand est-ce il y a le liquide? Le liquide intra-abdominal est appelé ascites. Liquide intra-abdominal. Acide égale liquide intra-abdominal. Dans quelle situation le sujet a une acide? Une acide, on dit une acide. C'est dans le cas d'une tumeur, dans le cas d'une tuberculose digestive intestinale, il y a du liquide donc intra-abdominal et ce liquide gonfle l'abdomen. En cas de grossesse et déformé par l'adiposité. C'est quoi? C'est l'obésité. L'adiposité, c'est sham. C'est en cas d'obésité. Le repère de la paroi antéro-latérale de l'abdomen doivent être bien connus en raison donc de leur importance en clinique dans l'exploration de l'abdomen. Alors, nous avons vu le repère osseux. Quels sont les repères osseux? Parce que là, c'est le repère, les limites. L'appendice, rebord costal, bassin crête iliaque et les vertèbres lombaires. Sont représentés par l'appendice xiphoïde, le rebord costal inférieur, les épines iliaques, les crêtes iliaques et en bas, donc les deux épines du pubis ou bien la symphyse pubienne. Repères musculaires sont représentés par le bord latéral du muscle grand droit. Moi, j'ai montré les muscles grand droit. Vous allez le voir en détail tout à l'heure. Nous avons le repère cutané, c'est-à-dire sur la paroi, nous avons le sillon médian, l'ombilic, en bas par le pli inguinal qui forme la racine de la cuisse. Les deux plis inguinaux qui forment la racine de la cuisse. Donc, nous avons des repères cutanés, à savoir l'ombilic, à savoir aussi le sillon médian et le pli inguinal. Le repère musculaire, c'est surtout les bosses, qui sont donc, c'est le muscle grand droit. Repère osseux, je l'ai montré. À partir de ces repères, nous décrivons un certain nombre de secteurs de la paroi abdominale. Hier, la dernière fois, je vous ai expliqué que quand il y a une douleur à ce niveau, qu'est-ce qu'on va dire? On ne va pas donc dire tout de suite qu'il y a une douleur hépatique ou vésiculaire. Non. Vous allez confier le malade à un radiologue
pour voir à l'intérieur, vous allez donc lui dire que le sujet présente une douleur atroce, importante au niveau de l'hypocondre. Quand je dis hypocondre, maintenant je raffine quel organe. Mais l'hypocondre droit, c'est à droite, l'hypocondre gauche, c'est à gauche, ou bien l'épigaste, c'est au milieu, ainsi de suite. Vous allez voir les flancs, l'hypogaste, et on va voir ensemble tous les secteurs. Donc la paroi abdominale est divisée en 9 secteurs. 9 secteurs, 3 à gauche, 3 à droite et 3 au milieu. Vous allez voir, cette division s'établit à partir de la ligne horizontale, l'une passant par le point le plus inférieur du rebord costal, l'autre passant par les 2 épines antéro-supérieures. Nous avons le schéma ici, on peut le faire. Je peux dire par 2 épines, par 2 lignes, oui ou non? Déjà, nous avons 2 lignes horizontales. La ligne supérieure passe par le point le plus inférieur du rebord costal et le point supérieur par donc les épines ou bien les crêtes iliaques. C'est surtout les épines. Écoutez, là j'ai mal dessiné. C'est les épines iliaques antéro-supérieures. Et on continue. Voilà. Par 2 lignes verticales. Donc nous avons vu les 2 lignes horizontales. Par 2 lignes verticales, passant chacune au milieu de chaque pli inguinal. Où je connais le pli inguinal, c'est Had. Voilà, le pli inguinal. Là c'est écoutez, c'est osseux. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cadrans. Je répète. Donc, la subdivision de la paroi abdominale a un intérêt clinique. C'est l'examen clinique, c'est la terminologie médicale. Et cette subdivision, est assurée par 2 lignes horizontales. La première ligne horizontale supérieure passe par le point le plus inférieur par le rebord costal, passant par le rebord costal, et la ligne inférieure par les épines iliaques. 2 lignes verticales passant chacune par le pli au milieu du pli inguinal. Et nous avons 9 cadrans. Nous avons l'hypocondre droit. C'est le 4. L'hypocondre droit. Nous avons l'épigastre. C'est le 1, c'est au milieu. Et l'hypocondre gauche. Donc, hypocondre droit, épigastre, hypocondre gauche. Quand il y a une gastrite, un sujet qui présente une douleur gastrique, nous allons dire qu'il présente une douleur à quel niveau? Une gastrite. Nous allons dire qu'il présente une douleur au niveau de l'épigastre. L'épigastre, très bien. Une douleur colique. On dit que c'est l'ongle colique gauche, c'est hypocondre gauche. Nous avons le flanc droit. Ah, ou le flanc? Le flanc droit, avec un C, hein? Ou le flanc. Ah oui. L'ombilique, la région ombilicale, c'est la région en périphérie de l'ombilique, la région ombilicale. Nous avons le flanc gauche. La fosse iliaque droite. Où est-ce qu'il y a la fosse iliaque droite? Quels sont les organes qui sont au niveau de la fosse iliaque? Le séquoappendice, et aussi on peut ajouter les ovaires. Hein? Le séquoappendice, c'est l'ovaire droit chez la femme. Le flanc droit, c'est le côlon ascendant et aussi rénal. Oui ou non? Le flanc droit, c'est le côlon ascendant et rénal. Le flanc gauche, c'est le rein gauche et le côlon descendant. La fosse iliaque droite, l'hypocondre, c'est le 3. L'hypocondre, c'est au-dessous de l'ombilique. Quels sont les organes au niveau de l'hypocondre?
Il y a un organe, c'est la vessie. Pardon, l'hypogastre. Les hypochondres, l'hypogastre, donc c'est la vessie. Et il reste la faucille à gauche. La faucille à gauche, c'est le sécom, le côlon sigmoïde et aussi l'ovaire gauche. Bon, là, c'est la légende. Au niveau de la 10e côte, ligne inférieure au niveau des crêtes iliaques et la lame verticale au niveau du plus inguinal. Constitution anatomique. De quoi est constituée cette paroi antérolatérale de l'abdomen? Est constituée par un cadre squelettique. T'arrivez le cadre squelettique? Il est là en face de vous, le cadre squelettique, c'est un cadre. Un cadre squelettique, un ensemble complexe de formations musculaires et aponeurotiques. Donc déjà, nous avons un cadre squelettique, un ensemble de muscles. Un ensemble de muscles. Aussi, ces formations musculaires sont doublées superficiellement par le tissu cellulaire, sous-cutané et la peau, comme je l'ai dit, il y a la peau, tissu cellulaire, en profondeur par un plan fibreux, le fascia transversalis et par le péritoine pariétal antérieur qu'il ne faut pas oublier. Bien péritoine pariétal, si on est en arrière, c'est le péritoine, c'est le péritoine pariétal antérieur. Nous avons les formations musculo-aponeurotiques. Cette paroi comprend 5 muscles, dont 4 importants. On trouve tout d'abord de chaque côté de la ligne médiane un puissant muscle vertical, le grand droit de l'abdomen. Déjà, une idée sur un muscle, 2 muscles qui sont verticaux, c'est les muscles grand droit, et en bas il se termine par les muscles pyramidaux. Donc déjà, nous avons 2 muscles complétés en bas par le muscle pyramidal de l'abdomen. Ensuite, la paroi latérale est occupée par les corps charnus des muscles larges, qui sont au nombre de 3 de chaque côté, et ils forment 3 minces couches musculaires superposées qui sont du plan superficiel au plan profond. Nous avons le muscle oblique externe, le muscle oblique interne et le muscle transverse. Je m'explique, si je peux faire une coupe. Bon, je vais le faire sur une coupe. Là, regardez bien ce paragraphe. Alors, la paroi abdominale de la superficie vers la profondeur. Nous avons de la superficie. Oui, la peau. La peau et tissu cellulaire sous-cutané. Ensuite, le péritoine. Est-ce que c'est le péritoine juste à le... Hein? Lisez, écoutez, il est devant vous. Nous avons les muscles larges latéralement, les muscles larges latéralement, 3 paires de muscles larges. Et sur la ligne médiane, quel muscle? Le grand droit. Bon, je l'ai décidé très mal. Alors, de la superficie vers la profondeur, quels sont les muscles? Écoutez, là, c'est le muscle oblique externe. Ensuite, oblique interne. Ensuite, le transverse. Alors, vous dites, c'est une paroi déformale. Il y a des muscles.
Avec les muscles, la peau, derrière la peau, il y a les muscles. D'abord l'oblique externe, oblique interne et bien sûr sur le plan médian, nous avons le grand droit et en bas, le grand droit, il est associé en bas par le muscle, c'est un petit muscle au niveau donc grand droit sur la ligne médiale, c'est les muscles grand droit et en bas le muscle pyramidal. Ensuite, le fascia transversalis que j'ai cité hier, le fascia transversalis, c'est-à-dire la paroi interne du muscle transverse fascia. Et le plus profond, c'est quoi? Péritoine pariétal. Donc, tout ça, c'est l'épaisseur de la paroi abdominale, de l'extérieur vers l'intérieur. Avec la peau, tissu sous-cutané, les 3 muscles larges latéralement et les muscles droits au milieu, nous avons le fascia transversalis et le péritoine pariétal en profondeur. Alors, le muscle oblique externe. Comment il s'insère? Regardez. Vous allez me dire, c'est quoi en blanc? Had le blanc. C'est quoi le blanc? Au milieu. Vous voyez bien le grand droit, oui ou non? Pourquoi il est en blanc, pas en rouge? Alèche. Pourquoi? Les muscles ont des aponevroses. Ces aponevroses vont couvrir les muscles grand droit. C'est pour ça qu'il est recouvert par une gaine. Tu as les 3 muscles larges, il est recouvert. Mais si je fais une coupe, là, il est rouge. Là, il est rouge, c'est un muscle. Mais sur une vue comme ça, quand on ouvre, il est blanc. Donc, regardez le muscle grand oblique externe. Il est, regardez, sous le muscle grand dentelé. C'est le muscle le plus superficiel. Et le plus étendu des muscles de la paroi abdominale. Le plus étendu. C'est-à-dire, quand je dis plus étendu, il est plus par rapport aux autres. Ces fibres dirigées de haut en bas, c'est clair, écoutez sur le schéma, je ne vais pas dessiner, sont dirigées, regardez la forme de ces fibres musculaires, de haut en bas et de dehors en dedans, c'est-à-dire comme ça. De dehors en dedans et de haut en bas. Obliquement, prennent naissance sur le bord inférieur des 7 dernières côtes pour se terminer sur la ligne médiane, le pubis et la crête iliaque. Vous voyez? Est-ce qu'il se termine par son corps musculaire? Est-ce qu'il se termine par son corps musculaire? Non. Les muscles larges sont de part et d'autre. Ils se terminent, regardez, un à part, son aponevrose. Les muscles larges n'arrivent pas au milieu. Ils battent les aponevroses. Vous allez voir, donc, tout de suite. Là, le muscle oblique externe joue essentiellement un rôle de soutien, bien sûr, la paroi, les anses et tout, et de contention des viscères abdominaux. Il intervient également dans le mécanisme de la toux et du hoquet. Quand on tousse, il rentre en motricité, oui ou non? Hein, dans la toux et le hoquet. T'as le hoquet. C'est ça le hoquet, il y a la toux, hein, cela, ou cherka, c'est ça. Donc, on a vu le muscle le plus superficiel. Le deuxième, l'oblique interne.
le muscle oblique interne de l'abdomen situé entre le muscle oblique externe et le muscle transverse. Là, c'est clair. Le muscle oblique interne est situé entre ces deux muscles. En avant, oui, l'oblique externe, et en arrière est un muscle aplati dont les fibres ont une direction d'ensemble oblique de haut en bas, de haut en avant et en dehors, en dedans. Elles forment un éventail étendu depuis la crête iliaque, l'épine iliaque antéro-supérieure. Regardez que la direction n'est pas pareille. La direction du muscle oblique n'est pas pareille que celle du... L'autre, c'était comme ça. Là, il est en éventail. Donc, il fait en éventail. Elle s'insère, les fibres s'insèrent sur le rebord costal inférieur et la ligne blanche et le pubis. La ligne blanche, je vais aussi l'expliquer, c'est une ligne blanche. Pourquoi elle est blanche? Ce sont les aponevroses des muscles larges qui se terminent au milieu. Il a son rôle, comme l'ensemble des muscles larges. Le muscle oblique interne a un rôle de soutien et de contention des viscères abdominaux. En outre, il abaisse les côtes et incline le thorax. Là, c'est un rôle, je ne peux pas expliquer ça. En avant, en fléchissant la colonne vertébrale. Donc, il a un rôle moteur aussi. Nous avons vu l'oblique externe, l'oblique interne, et enfin, le muscle transverse. C'est le plus profond des muscles larges. Pourquoi on les appelle les muscles larges? Ils sont larges, écoutez, ils sont larges. Ils sont antérolatérales. Ils ne sont pas médians. Le seul muscle médian, c'est le muscle droit, bien sûr, et en bas, il est associé par le petit muscle pyramidal. Les autres, ils sont larges, ils sont latéraux abdominaux. Le transverse, c'est le plus profond. Il doit son nom à la direction horizontale des fibres. Et transverse, donc, les fibres sont comment? Horizontales, transversales. Il s'étend en largeur depuis les cartilages costaux des 6 dernières côtes, l'apophyse transverse de D12, le sommet des 5 vertèbres lombaires, la crête iliaque et le pubis, pour se terminer sur l'appendice xiphoïde et la ligne blanche. Donc tout, il s'insère tout sur tous les repères osseux, le cadre osseux. Là, les muscles, l'oblique externe et interne ont été sectionnés. Il faut sectionner pour voir en profondeur. Et on passe au muscle droit de l'abdomen. Regardez, il est comment? Là. Ah, le muscle droit. Donc, voyez, là, c'est les muscles droits. Il a plusieurs corps musculaires, vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des bosses. Il a plusieurs corps musculaires. Latéralement, nous avons les muscles larges. Je fais les muscles larges. Sur un schéma, c'est un muscle vertical et médian, oui ou non? Vertical et médian. Alors, c'est un muscle volumineux, rubané c'est un ruban, tendu verticalement depuis les cartilages des 5e, 6e et 7e côtes et de l'appendice xiphoïde jusqu'au rebord supérieur du pubis. Donc,
il est médian. Donc, il est médian. Il faut toucher à l'appendice xiphoïde, rebord costal, jusqu'au pubis. Les fibres musculaires du muscle grand droit de l'abdomen descendent verticalement de chaque côté de la ligne médiane. Vous me dites qu'est-ce que c'est la ligne médiane? Vous allez la voir donc en détail en formant un corps charnu, aplati, d'arrière en avant, interrompu par une série d'intersections tendineuses. Comme j'ai expliqué, donc il y a des corps musculaires, plusieurs corps musculaires, et entre les corps musculaires, il y a des insertions tendineuses. Vous savez que chaque muscle se termine par un tendon. Donc, un corps musculaire, un tendon, un corps musculaire, c'est pour ça quand les gens qui font du sport, ils ont des bosses. Parce que c'est le corps musculaire qui s'hypertrophie. En nombre et en situation variable, en moyenne 4. En moyenne, il y a 4 corps musculaires. Bon, là, le schéma qui... Voilà. Bon, là, ici, il y a 4 corps musculaires. Ici également. Par son activité, le muscle grand droit de l'abdomen est expirateur et fléchisseur du thorax, c'est-à-dire expirateur. L'expiration. Inspiration, expiration. Donc l'expiration est attribuée à ce grand muscle grand droit et fléchisseur du thorax. Sur le bassin, augmentant la pression intra-abdominale, il intervient aussi dans la toux, le vomissement, la miction et la défécation. La toux, ta'arfouha. Vomissement aussi. C'est quoi la miction? C'est le fait d'uriner, oui ou non? Uriner. La défécation, c'est les matières fécales qui sont donc libérées excrétées par le rectum. Vascularisation et innervation. Là, les artères, écoutez, un ensemble d'artères. Bon, les artères, vous allez les apprendre uniquement. Les artères de la paroi abdominale de l'abdomen peuvent se grouper en 3 systèmes. Le système vertical antérieur est constitué par les 2 artères épigastriques inférieures. Branche collatérale des artères iliaques externes. Donc les artères épigastriques, ce sont des branches de l'artère iliaque externe. Et par les 2 artères épigastriques supérieures qui sont en continuité des artères thoraciques internes, branches des artères sous-clavières. Donc là, c'est un ensemble d'artères qui proviennent soit des artères thoraciques internes, soit des artères épigastriques. Le système artériel transversal, là c'est vertical, transversal, représenté par la terminaison des dernières artères intercostales inférieures et des artères lombaires. Bon, là c'est des artères, on va pas... Même le système vertical ne nous intéresse pas. Aussi les nerfs. On ne va pas faire des schémas sur les nerfs. L'essentiel, c'est la gaine des droits. On arrive à l'essentiel. On arrive... Chut. Bon, artères et veines et innervation, ce n'est pas l'objet de notre cours. On arrive à la ligne blanche. Quels sont les 2 muscles qui sont médiaux? Attendez, les muscles, les grands droits, les grands droits. Bien sûr, automatiquement, il y a 2 muscles verticaux grands droits.
les muscles grand droit. Ils sont verticaux. Quels sont les muscles latéraux? On les appelle comment? Les muscles larges. Combien de muscles? Oui, lesquels? La même chose, c'est, nous avons l'oblique externe, oblique interne et le transverse. Nous avons vu tout à l'heure que le grand droit était blanc. Malgré sa nature musculaire. Pourquoi il est blanc? Parce qu'il est recouvert par les aponevroses. Les muscles larges n'arrivent pas à la partie médiane. Alors, nous avons les muscles, la gaine des droits, c'est-à-dire une gaine des droits, ce que vous avez vu en blanc, c'est la gaine. Alors, la gaine des droits de l'abdomen et du pyramidal en bas sont contenus dans une gaine fibreuse, la gaine des droits. Comment se forme cette gaine des droits? Au nombre de 2 et elles sont symétriques, étendues du thorax au pubis. La gaine des droits, bien sûr, elle suit les muscles grands droits. Démarre du pubis vers du rebord costal vers le pubis. Est formée par la terminaison des aponevroses des muscles larges de l'abdomen. Je m'explique. Là, il a son aponevrose, oui ou non? Un son aponevrose. Oui? Aussi, le petit oblique, pardon, l'oblique interne, un son aponevrose, et aussi le transverse, un son aponevrose. Regardez bien. La gaine des droits, c'est une gaine comme ça. Et là, c'est la ligne blanche. Écoutez, la ligne blanche, elle est vraiment, c'est vrai, elle est blanche. Quand on fait une laparotomie, c'est du blanc nacré. Ligne blanche. Et là, on l'appelle comment? Gaine. Une gaine, bien sûr, gaine des droits. Comment elle se forme, cette gaine des droits? Nous avons, chaque muscle est entouré par une aponevrose. Les muscles larges sont entourés par des aponevroses. Donc, cette gaine des droits est formée par la terminaison des aponevroses des muscles larges de l'abdomen. Cette gaine a une structure différente dans ses 2 tiers supérieurs et dans son tiers inférieur. D'où les points faibles. On va voir, est-ce que la ligne blanche est solide en haut, est-ce qu'elle est fragile en bas, ou bien c'est l'inverse. Vous allez voir tout de suite. Dans ces 2 tiers supérieurs, la gaine, sa paroi antérieure et sa paroi postérieure sont symétriques. L'aponevrose du muscle oblique externe passe devant le droit en fusionnant avec la lame antérieure de dédoublement de l'aponevrose du muscle oblique interne et que l'aponevrose du transverse passe derrière le muscle droit en fusionnant avec la lame postérieure du muscle oblique interne. Je m'explique. Regardez bien ce paragraphe, comment je vais l'expliquer. Regardez bien, chaque muscle est entouré de son aponevrose. Là, c'est quelle aponevrose? C'est toute l'aponevrose antérieure et postérieure du muscle oblique externe. L'oblique interne, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un dédoublement. L'aponevrose du muscle oblique interne se dédouble et
son dédoublement antérieur avec l'aponévrose du muscle oblique externe passe avant, devant. Je ne sais pas si vous avez compris. Et en arrière, qu'est-ce qu'on a? Nous avons quoi en arrière? L'aponévrose du muscle transverse et aussi le dédoublement postérieur. Et là, ça fait comme ça. Donc, la gaine des droits, quand je dis la gaine des droits, les droits sont contenus dans une gaine fibreuse, formée dans les 2/3 supérieurs par l'aponévrose antérieure, parce qu'il y a des aponévroses postérieures, hein. L'aponévrose antérieure du muscle oblique externe, par l'aponévrose de dédoublement, donc par le feuillet antérieur de dédoublement de l'aponévrose de l'oblique interne, et par toute l'aponévrose du muscle, en avant la gaine des droits, formée en avant par l'aponévrose du muscle oblique externe et par le dédoublement antérieur de l'oblique interne. En arrière, formé par quoi? Vous continuez. Par le feuillet postérieur de dédoublement de l'aponévrose et par toute l'aponévrose du muscle. C'est clair, là, c'est les 2/3 supérieurs. Mais il faut que c'est partagé, c'est bien partagé. En bas, vous allez voir, regardez la gaine des droits au-dessus de l'ombilic, c'est-à-dire les 2/3 supérieurs. Dans le tiers inférieur, qu'est-ce que vous remarquez dans le tiers inférieur? Qu'est-ce que vous remarquez? La gaine des droits, elle est comment? Est-ce qu'elle est toujours blanche? Là, c'est les 3 muscles. Regardez bien. Chaque muscle induit son aponévrose. Est-ce que toutes les aponévroses des muscles larges se partagent? Non, elles vont passer toutes en arrière. Elles vont passer toutes en avant. Donc, en arrière, où est la gaine des droits, elle est formée par quoi en arrière? Le fascia transversalis et le péritoine. Regardez bien. La gaine des droits est très faible en arrière, où elle s'est constituée que par le fascia transversalis, alors que sa partie antérieure est formée de la réunion des aponévroses des 3 muscles qui passent toutes devant le muscle droit. Donc, la répartition n'est pas pareille. La répartition n'est pas pareille. Dans les 2/3 supérieurs, il y a une division, une répartition équilibrée, oui ou non? Par contre, le tiers inférieur, toutes les aponévroses des muscles larges passent en avant. Et en arrière, nous avons uniquement le fascia transversalis et le péritoine pariétal postérieur. C'est quoi la ligne blanche? La ligne blanche, c'est un rafet, donc un cordon, je peux dire, long, médian, fibreux, xyphopubien. Xyphopubien, vers le pubis. Xyphopubien, formé par l'entrecroisement des fibres tendineuses des muscles de la paroi antéro-latérale de l'abdomen. Donc, cette ligne blanche, là, c'est le rafet blanc. Là, c'est une coupe horizontale, mais elle passe donc de l'appendice xyphoïde. Donc, c'est l'entrecroisement des aponévroses des muscles larges. Et là aussi, c'est l'entrecroisement de l'aponévrose, seulement la gaine des droits qui est différente. La ligne blanche existe ici et là. Mais seulement
la gaine des muscles larges n'est pas pareille dans les 2 tiers supérieurs et aussi par rapport au tiers inférieur. Je crois que mon cours est terminé. Je vous remercie pour votre attention. Bon courage pour l'examen et je vous dis, pour le péritoine, j'ai reçu plusieurs messages et on m'a posé plusieurs questions sur le péritoine. Le péritoine, il faut le faire sur le tableau pas à pas et moi je vais le faire donc en vidéo seul. D'accord? En vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est un épiplan, un méso, une bourse omentale, qu'est-ce que c'est une arrière-cavité des épiplans. Ayeb Slama. Peut-être cette semaine ou là la semaine prochaine. عندكم الوقت pour l'examen, pour le 25. Ayeb Slama, au plaisir.